L'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, n'a pas voulu répondre aux questions lors de la procédure d'enquête menée à Interahamwe. L'ex-chef de l'État a exigé la présence de son ou de ses avocats. L'affaire Marc Ravalomanana n'aura aucun impact sur le partenariat Madagascar-États-Unis, affirme ce jour Anderson Stephen, premier conseiller à l'ambassade américaine. Et sous la pression de la rue, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a promis une transition dans un cadre constitutionnel, un engagement qui laisse penser à une transmission du pouvoir à un civil. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. L'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, n'a pas voulu répondre aux questions lors de la procédure menée à Interahamwe. L'ex-chef de l'État a exigé la présence de son ou de ses avocats. Par ailleurs, la famille de Jean-Marc Koumba, l'ex-garde de corps de Marc Ravalomanana, se plaint qu'aucun de ses droits n'ont pas été respectés tout au long de la procédure pour sa mise en détention provisoire. Vendredi dernier, Marc Ravalomanana s'est déclaré être prêt pour un processus de réconciliation nationale. Ernerine Rapaji. L'affaire Ravalomanana continue de retenir l'attention des observateurs. Qu'est-ce qui se passe vraiment à Interahamwe ? Depuis 3 semaines, l'ancien président privé de tout contact avec ses avocats. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les motifs et chefs d'inculpation ne sont pas connus. Selon les informations livrées par ses avocats présents sur place, l'enquête a déjà commencé, mais Marc Ravalomanana refusera de répondre aux questions. Par ailleurs, Jean-Marc Koumba, son ancien garde du corps, a été mis en détention provisoire samedi dernier. Selon son épouse, Jean-Marc Koumba a été auditionné sans la présence de son avocat. La Constitution stipule en son article 13 que tout prévenu a droit à un avocat lors d'une enquête et, à défaut, l'État a l'obligation de lui en fournir un commis d'office. Visiblement, cet article n'a pas été respecté. Vendredi dernier, Erazonar Mapian proclame vouloir concilier l'État de droit avec la réconciliation nationale. De quelle réconciliation le chef de l'État parle-t-il ? Dans l'évolution de l'affaire Ravalomanana, il est difficile de croire au succès de la démarche de Erazonar Mapian, s'il y en a une. L'affaire Marc Ravalomanana n'aura aucun impact sur le partenariat Madagascar-États-Unis, affirme ce jour Anderson Stephen, premier conseiller à l'ambassade américaine. Il a également évoqué la nécessité de la réconciliation nationale. Il a été reçu ce jour par Jean Razaf Javoun, ministre des Finances et du Budget. Reportage. Le peuple américain offre 70 millions de dollars d'aide budgétaire à Madagascar. Elles porteront essentiellement sur le secteur santé par le biais des actions de l'USAID. Anderson Stephen a également évoqué l'exigence de la transparence de l'administration et la gestion du budget de l'État. Les États-Unis sont prêts à y donner la main, déclare-t-il lors de son entrevue avec le ministre des Finances et du Budget, Jean Razaf Javoun. Les Américains n'ont jamais cessé de fournir une aide budgétaire à Madagascar. Le premier conseiller au sein de l'ambassade américaine à Madagascar, Anderson Stephen, a réitéré ce jour que le partenariat entre Madagascar et les États-Unis est loin de s'achever. Il a néanmoins lancé un appel à l'apaisement et à la réconciliation nationale. Les Américains ont-ils participé à l'entrée de l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana au pays ? Le responsable américain n'a pas souhaité évoquer le sujet. Et puis les médecins et volontaires du bateau hôpital Mercy Ships passeront à Antananarive le mois de décembre prochain. Les personnes ayant besoin d'intervention chirurgicale devront dès maintenant se préparer. Les inscriptions se feront à l'hôpital Ravouinck. Après, ce bateau prendra la direction de Touliar et de Mahatinck. Pilar Ardon. L'équipe de la Mercy Ship effectuera des interventions chirurgicales gratuites seront effectuées par Madagascar. 70% de leurs interventions s'étaient jusqu'ici effectuées dans des pays africains. Le partenariat de Madagascar avec ce bateau hôpital américain est programmé pour 5 ans. Les 8 premiers mois ont débuté le 27 octobre dernier pour s'achever le 15 juin 2015.
Le coup d'envoi sera donné à Thomas ce mois de novembre par la consultation des yeux. D'après le ministère de la Santé, une partie des 400 médecins et 200 volontaires du Mercy Ships seront de passage à Antananarive le mois de décembre. Un passage limité à 2 jours afin de détecter ce qui nécessite des interventions chirurgicales. Les dates précises de leur passage à Antananarive seront communiquées d'ici quelques jours. Après consultation, les patients devront se déplacer à Thomas pour les opérations qui s'effectueront sur le bateau. Après Antananarive, les médecins de Mercy Ships prendront la direction de Tuliar et de Mahajang. Des cas difficiles seront particulièrement ciblés, comme la chirurgie du visage, des malformations des membres ou l'opération de la fistule. Jeudi dernier, les 4x4 ont été distribués. Pour cette fois, seulement les 12 membres du bureau permanent ont bénéficié. Le tour des députés restants est encore inconcevable. Selon les informations, il s'agit là des 304 4 du candidat présidentiel Camille Vital, une décision jugée fautive à l'avis des 10 députés. Rappelons que c'est à la suite d'une motion de censure que ces véhicules ont pu être répartis. Et d'après un spécialiste en économie, le gouvernement n'est pas digne de son nom. Il a accusé également que ce dernier s'arrange avec le bureau permanent de l'Assemblée. La dernière décision revient au président de la République de réformer un autre gouvernement ou pas. L'un de ces 4x4 vaut environ 30 millions. Beaucoup proposent de vendre ces voitures pour régler le problème de délestage. D'autres suggèrent un budget pour les Fouktani. Et puis, 40% des panneaux de signalisation ont disparu des bords de route. À Antananarive, les rues sont saturées et l'éducation des usagers n'existe tout simplement pas. Résultat, le nombre d'accidents atteint des sommets. Gaëtan Gislav. La semaine dernière, la route nationale 2 vers Touamas a connu 8 accidents meurtriers. Circuler à Madagascar et en particulier à Antananarive est devenu ces dernières années un parcours de combattants. 40% des panneaux de signalisation et des marquages au sol ont disparu dans les rues et au bord des routes. La grande avenue d'Indjahar, porte de sortie de la capitale vers le nord, est divisée par 3 lignes discontinues. Bref, une véritable invitation à la conduite en zigzag. Les grandes avenues comme celle d'Inkourndjan ou du Marais Massai exposent les conducteurs, jeunes ou vieux, à conduire comme des pilotes de Formule 1, la compétence en moins. Motos, scooters, vélos et marathoniens épousent l'exemple du laxisme, mortel dans les rues et sur les routes de Madagascar. Les rues sont insuffisantes et saturées, explique Ratisbonne Edwin, responsable d'une auto-école. Si possible, elles devraient être à double sens, ajoute-t-il. De l'avis général, l'instruction civique représente une solution à long terme si on veut remédier à l'explosion des accidents de circulation dans les villes ou sur les grands axes routiers. La route nationale 2 menant vers Touamasn détient un sinistre record des accidents mortels. Et côté sécurité, 7 bandits ont été écroués à Tanmour aujourd'hui. Selon la brigade de recherche criminelle de la gendarmerie, ils ont été interceptés à un tir à baie la nuit du 22 octobre. Les présumés criminels avaient projeté une attaque à Manakar. 2 armes à feu, un Kalachnikov et un pistolet automatique artisanal, ainsi que 26 balles étaient en leur possession. Ils ont admis qu'ils ont acheté le Kalachnikov à un policier pour 1 million d'ariars il y a 2 mois environ. Les présumés malfrats avouent par ailleurs les attaques perpétrées à Boudjachim et à Maït en début d'octobre dernier. Une personne a été tuée et une autre blessée. Ces 3 derniers jours, Antananarive semble être l'objet d'une immense opération de fumigation matin et soir. Feux de brousse, fumée d'industrie et autres en arrivent à cacher la capitale au regard. Asthmatiques, bébés et personnes vulnérables sont les premiers menacés du danger imminent de la pollution de l'air. Reportage. Ces 3 jours, la capitale a été comme noyée matin et soir dans de la fumée. Il s'agit d'un effet des feux de brousse qui font rage sur les hautes terres et aux alentours d'Antananarive. Cette pollution risque de s'aggraver vu l'état actuel de l'atmosphère. Un tel phénomène est courant sur la capitale. Seules les grandes pluies peuvent l'atténuer. La pollution de l'air aggrave les maladies respiratoires. Presque 2 tiers des enfants souffrent de maladies respiratoires. Les médecins recommandent aux bébés et personnes vulnérables la consommation de fruits et légumes. Antananarive risque de rejoindre les villes de New Delhi,
Pékin, Mexico, Paris ou Tokyo, perçus défavorablement par un classement de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et nous passons aux actualités internationales. Au lendemain du coup de force de l'armée burkinabé, la vie semblait reprendre un cours normal ce lundi à Ouagadougou. Hier, dans la capitale, à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation, l'armée s'est employée à asseoir son autorité face aux manifestants contestant sa prise de pouvoir. C'est un reportage de France 24. Le calme est revenu dans les rues de Ouagadougou. Les commerces et les écoles ont rouvert et la circulation a repris avec son habituel balai de mobylettes. Le lieutenant-colonel Zida, le nouvel homme fort du Burkina Faso, lui continue ses consultations avec les forces politiques burkinabées, mais aussi avec les représentants de la communauté internationale. Et il l'a répété ce lundi, la transition se fera dans un cadre constitutionnel. L'organe de transition lui-même sera dirigé par une personnalité consensuelle, désigné par tous les acteurs de la vie nationale. Cette nouvelle déclaration laisse à penser qu'un civil et non plus un militaire pourrait prendre la tête de la transition. Et c'est précisément ce que demande l'opposition, la société civile et une grande partie de la population burkinabé. Tous refusent que le pouvoir soit confisqué par l'armée. Ils l'ont fait savoir ce dimanche. Place de la Nation, devenue le lieu emblématique du mouvement de contestation à Ouagadougou, mais aussi devant le siège de la radio-télévision nationale. C'est là qu'un homme a été tué dans la plus grande confusion. Le général Kwame Lougué, ancien ministre de la Défense, limogé par Blaise Compaoré, a tenté en vain de se déclarer chef du régime de transition. La dirigeante d'un petit parti politique, Sarane Sérémé, aurait selon certains essayé de faire la même chose. Elle assure avoir été emmenée de force par l'armée. Aujourd'hui, les différents dirigeants de l'opposition se rencontrent à Ouagadougou avec un objectif qui semble compliqué à atteindre, montrer le visage d'une opposition organisée, capable d'assurer la transition sans l'armée. L'Irak, où les forces de l'ordre sont en état d'alerte ce soir, alors que la fête chiite de l'Achoura doit commencer à Bagdad. Le gouvernement a déployé des dizaines de milliers de policiers et de soldats. Déploiement également à Karbala, où sont attendus, et dès ce soir, des centaines de milliers de pèlerins chiites. France 24. Les sacs sont inspectés et chaque personne minutieusement fouillée. Cette année, la fête chiite de l'Achoura en Irak se fait sous haute protection policière. Les autorités craignent en effet une attaque de l'État islamique contre une communauté chiite que l'organisation considère comme étant des hérétiques. Mais les pèlerins, eux, se disent déterminés. La route est sûre, tout est calme et les forces de sécurité sont déployées partout. L'État islamique ne nous arrêtera pas et ne nous empêchera pas d'aller voir l'imam Hussein. Nous n'avons pas peur de l'État islamique. Nous sommes tous unis. Nous n'avons pas peur des bombardements. La route est sûre. Les processions de deuil déferlent sur la route et l'étendard d'Abu Abdullah al-Hussein restera hissé. Depuis quelques jours, les pèlerins ont commencé à converger vers la ville de Kerbala, au sud du pays, pour commémorer la mort de l'imam Hussein, l'une des figures les plus respectées du chiisme. Au total, des dizaines de milliers de policiers et soldats assurent ainsi leur sécurité, dont plus de 25 000 sont affectés à la seule ville de Kerbala. Mais si les pèlerins ne semblent pas inquiets, le danger est bien là. Ces derniers jours, les attentats visant leur communauté se sont multipliés dans le pays. Le dernier date de dimanche. 14 chiites ont trouvé la mort dans l'explosion d'une bombe dans un quartier de Bagdad. Et rappel des grands points qui ont été développés dans ce journal. L'ancien président de la République, Marc Ravalman, qui n'a pas voulu répondre aux questions lors de la procédure d'enquête menée à Téhéran. Jean-Marc Koumba, de son côté, qui se plaint qu'aucun de ses droits n'a été respecté tout au long de la procédure pour sa mise en détention provisoire. On a vu également la distribution des 4x4 jeudi dernier. Apparemment, ce sont les voitures du candidat présidentiel Camille Vital. Beaucoup proposent de vendre ces voitures pour régler le problème de délestage. D'autres suggèrent un budget pour les Fouktan. Et enfin, Anderson Stéphane, premier conseiller à l'ambassade américaine, qui a affirmé ce jour que l'affaire Marc Ravalman n'aura aucun impact sur le partenariat Madagascar-États-Unis.
Et vous suivrez juste après ce journal votre série Mistresses, suivie de 2 films, Black Storm et Ironclad, Battle for Blood. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 20h45. Au revoir et bonne soirée à tous.